Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Cécile est absente encore aujourd'hui, elle est un peu souffrante, on l'embrasse et on lui souhaite un très prompt rétablissement. Au sommaire de cette émission à 17h30, le grand débat, Michel Barnier estime que la chute de son gouvernement provoquerait des turbulences graves, une tempête sur les marchés financiers. Le Premier ministre estime qu'il va devoir recourir au 49.3 pour tenter de faire adopter le budget. Et ce matin, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, renchérit en accusant les oppositions de prendre le risque, je cite, d'envoyer la France dans le mur. Alors parlons vrai, la dramatisation, c'est de la com ou c'est regarder la réalité en face? Craignez-vous que nous allions dans le mur, comme le dit Maud Bréjon? Et à cette question, moment très grave, risque d'envoyer la France dans le mur, la dramatisation concernant le budget est-elle justifiée? Vous dites non à 79%, vous voulez réagir, elle ne dramatisera rien. C'est Aude qui accueillera vos appels au 0826 300 300. À 18h, notre invité sera Benjamin Morel, politologue, auteur du livre Le Parlement, temple de la République de 1789 à nos jours. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Un cessez-le-feu est entré en vigueur au Liban après des mois d'hostilité transfrontalière et 2 mois de guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah. Accord annoncé par Joe Biden et Emmanuel Macron. Certains y voient une victoire diplomatique pour les deux présidents américains et français. D'autres se prennent à rêver à un retour de la paix dans la région, même si on en est peut-être encore un peu loin. Alors parlons vrai, est-ce que ce cessez-le-feu est la conséquence des pressions internationales? Pensez-vous que ce cessez-le-feu va durer? Et à cette question, cessez-le-feu au Liban, les États-Unis et la France ont-ils joué un rôle clé? Vous dites non à 80%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300, notre invité sera François Costantini, ancien enseignant associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth et auteur du livre Le Liban, histoire des destins d'une exception, publié chez Perspective Libre. Les Vraies Voix Sud Radio. Et les éditorialistes du jour, nos éditorialistes du jour. Bonjour Philippe Bilger. Bonsoir mon cher Philippe. Oui, bonsoir à 17h05, oui, voilà. bonsoir. Vous allez allez en forme? bien? Très bien, et vous aussi? Très bien, on va essayer de vous cornaquer tout seul, c'est un peu plus compliqué, mais on devrait y arriver. On fait Françoise attention. de Gouas, vous avez reconnu. Oui, alors moi j'ai envie d'être Roudoudou Love avec vous aujourd'hui, donc je ne vais pas vous embêter, sauf si vous m'embêtez. Voilà, Roudoudou Love, c'est Roudoudou original, Love. j'avais pas entendu cette J'ai envie expression. d'être Roudoudou Love Je avec connaissais vous les aujourd'hui. bonbons Roudoudou. Les Roudoudou, c'était ouais, bah, tellement par bon. contre, Allez donc, bonjour. Comme le chantait Renaud, ça nous Niquer les dents. niquer les dents, c'est ça, j'osais pas Mistral le dire. gagnant, bien sûr. Absolument. Et Farid Temsamani, porte-parole de Banlieue Plus. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir Farid, ça va bien? Très bien. Oh bah tiens, un homme qui nous a fait rêver fête ses 83 ans aujourd'hui. Ah. Je vous mets un son pour vous le faire deviner. Robert, tu s'assois à droite et à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Clac, muscle ton jeu. Muscle ton jeu. Robert. Si tu muscles pas ton jeu... C'est qui? Notre cher sélectionneur national qui nous a fait gagner la Coupe du Monde. Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, oui, il a 83 ans aujourd'hui. Et on lui souhaite un bon anniversaire parce que, désolé, mais en 98, on a quand même vécu de sacrés moments. Je pense qu'on peut pas dire le contraire. Extraordinaire, c'est 90, je m'en souviens, mais vraiment, bah, c'était hier. On peut pas l'oublier, C'est ça. marrant parce que vraiment, bon, 2018 était magnifique, mais 98, c'est complètement C'était à la dingue. maison. C'était à la maison, c'était Zizou. Vous vous souvenez, 1, 2, 3 Zidane sur le Zidane président, sur le champ. sur les Champs-Élysées. Non, Je suis complètement d'accord parce que 2018, ça me fait beaucoup moins, ça m'a donné beaucoup moins d'émotions bizarrement que 98. Ah, moi j'ai beaucoup aimé 2018. Moi aussi. T'as pas Le aimé black, blanc, bleur, c'est pas trop mon Et- truc. et- Oui, ça, on avait C'était compris. Et j'ai aimé le 2018 parce que j'ai fait la finale au micro de Sud Radio et je peux vous dire, je n'ai pas honte de le dire, 6 heures de direct, c'est le plus beau moment que j'ai vécu en On radio. s'en souvient Ouais. tous. C'est vrai. Allez, on a notre vrai. auditeur du jour, direction Aix-en-Provence. Bonsoir Didier. Bonsoir à tous. Alors, vous, on ne sait pas si vous avez rêvé en 98, mais vous avez un coup de gueule à pousser, c'est sur l'immobilier. Oui, tout à fait. C'est un coup de gueule et c'est surtout une situation par devant laquelle il faut vraiment qu'on s'interroge. Aujourd'hui, on a une France qui se voudrait être une France du propriétaire. On est 57% de propriétaires. Il y a trop de gens qui restent sur le carreau, qui ne sont pas aidés. Je pense surtout aux jeunes qui ne peuvent pas accéder à la propriété. C'est quelque chose depuis les années Covid où l'immobilier a pris 25% au niveau des prix à la hausse. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont complètement désœuvrés, pas soutenus par les banques. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, le marché de l'immobilier neuf est complètement à l'arrêt. Une société de promotion aujourd'hui, elle a besoin de 24 à 36 mois
pour initier un projet. C'est-à-dire qu'on est début 2025 dans un mois. Ça sort en 2028. Ça sera en 2028. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 ans? Il reste quoi comme possibilité? Parce que c'est vraiment à l'arrêt le marché de la construction neuve, et le marché de la défiscalisation de ce fait, puisqu'on défiscalise plus dans le neuf que plus facilement dans l'ancien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la seule alternative, c'est le marché de l'ancien. Oui. Le marché du traditionnel. Et le marché du traditionnel ne va pas baisser du fait. Mais est-ce qu'on n'a pas tout fait pour casser le marché de l'immobilier en supprimant l'ISF pour faire l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, en toujours fiscalisant comment ça s'appelle, les revenus locatifs, en augmentant la taxe foncière parce qu'on a supprimé la taxe d'habitation? Est-ce qu'on n'a pas tout fait pour casser le marché de l'immobilier et en particulier de la construction neuve? Vous venez de le dire, c'est tout à fait ça. On a cassé un rythme. Un logement neuf, c'est 3 emplois, faut le savoir. Ah oui. On met entre 12 et 18 mois pour construire un logement, grosso modo, et c'est 3 emplois. 3 emplois par 150 000 logements par an, c'est la trame qu'on a en ce moment de logements neufs par an. C'est 450 000 emplois, un demi-million. On va faire réagir les vraies voix, Didier. Philippe Bilger. Vous me permettrez peut-être de ne pas révéler mes ignorances dans ce domaine, mon cher Françoise Philippe. Devoix. Oui, écoutez, moi je sais simplement, j'entends toujours, je crois que c'est pas la première fois qu'on a Didier. Peut-être. C'est la première fois, mais pardon. Ce qui est intéressant, c'est que oui, ce qui est intéressant, c'est que l'autre jour, on a eu un monsieur qui était promoteur également, je pense en banlieue parisienne, oui, pardon, il était à Paris, oui, et qui était à Paris, qui était très précis et qui en fait faisait part exactement des mêmes inquiétudes que vous. Globalement, vous savez, moi je reste sans être très comment dirais-je, cultivé sur la question de l'immobilier, sur cette idée qu'on a tous en tête, quand le logement va, tout va. Voilà. Donc je me dis, quand le bâtiment va, tout va, ça veut dire que la croissance est là, que les entreprises bossent, que les gens surtout peuvent acheter. Et donc je me dis que quand l'immobilier va pas, c'est que la crise est profonde. En fait. Je suis complètement d'accord. L'écosystème en réalité est très fragile, mais ce qui est assez difficile, c'est qu'on en parle maintenant, alors qu'on sait pertinemment qu'en fait c'est un effet à retardement d'un peu plus d'un an. Ça fait 1 an que les acteurs de l'immobilier... Depuis octobre de l'an dernier, un rapport Exactement. du député Horizon François Jolivet. Tout à fait. Et pourquoi on en est arrivé là? Une des raisons, c'est multifactoriel, mais une des raisons, en réalité, ce sont les emprunts qui sont beaucoup plus difficiles, à accorder aux Français, et 2, les taux ayant remonté, la capacité d'emprunt de nos concitoyens est beaucoup plus faible. Et si on ajoute en plus le coût de la construction avec les nouveaux matériaux pour être aux normes écologiques, là on fait carrément exploser les prix. Didier, vous restez avec nous, vous êtes notre auditeur du jour, et évidemment vous allez être en compétition dans le qui c'est qui l'a dit. Et ça, voilà, et là, Didier, c'est le plus important. Là. Dans quelques instants, votre réquisitoire, monsieur le procureur, à quel sujet? Au sujet de l'esthétique en politique, et contrairement à ce qu'on croit, je ne parlerai pas que de Gabriel Attal. On se retrouve tout de suite dans Les Vraies Voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Devoix et Farid Temsamani. Dans quelques instants, le réquisitoire du procureur. Et juste après, bonsoir Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu. Avec la diplomatie française qui évoque l'immunité de Benyamin Netanyahou face au mandat d'arrêt de la CPI, avec le parquet qui demande à la Cour criminelle d'Avignon 4 à 20 ans de prison pour les 51 co-accusés du procès des viols de Mazan. Il réclame un message d'espoir pour l'avenir. Et puis on va parler aussi du PSG, tout proche d'une élimination en Ligue des Champions. En 3 mots, immunité, avenir et déclassement. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et votre réquisitoire sera sur l'esthétique. L'apparence compte-t-elle en politique? Vous dont la plastique parfaite vous a permis d'incarner James Bond à l'écran, faut-il le rappeler? J'ai bien conscience du caractère très superficiel de mon sujet, mais j'ai pensé à partir de certaines réflexions qui étaient faites sur Bruno Retailleau, par exemple, et sur d'autres. Je me suis demandé si l'esthétique, l'apparence en politique pouvait avoir un petit impact. Je pense à Bruno Retailleau parce que beaucoup de gens que je contredisais à l'époque où il n'était pas ministre me disaient que son apparence est déplaisante. Il était traité comme certains le font parfois des femmes en attachant trop d'importance à l'apparence en oubliant le fond. Essayons d'imaginer un Sarkozy plus grand. Essayons d'imaginer un De Gaulle petit. Essayons d'imaginer un Jacques Chirac moins séduisant, avec moins de majesté. Je suis persuadé
que leur aura aurait été moins grande en matière politique et peut-être leur suffisance moins élevée. Je crois que l'apparence en politique joue un grand rôle. Rappelez-vous certaines circonstances politiques où, par exemple, Nixon, mal rasé, est battu très injustement par Kennedy. Donc, je crois vraiment à l'esthétique pour les femmes comme pour les hommes en politique. Édouard Philippe, bien sûr, mais ça n'est pas tout, je rassure les politiques authentiques qui ont besoin qu'on ne s'intéresse qu'au fond des problèmes. Non, et moi je suis d'accord, c'est un problème très fondamental et je pense tout à fait à ça. Souvenez-vous, Barack Obama s'envole parce qu'il y a cette photo de lui et d'ailleurs que Le Monde publie, qui est le premier journal français à capter qu'il se passe quelque chose, il sort des vagues d'Hawaï, il a une plastique absolument splendide, parfaite, et vraiment il y a quelque chose qui joue sur le physique de Barack Obama. Moi j'avais discuté, j'ai eu la chance de rencontrer Angela Merkel qui à une époque racontait comment elle a été attaquée de façon ignoble sur son physique par Gerhard Schröder pendant la campagne. Elle en pleurait parfois, elle disait mais vraiment sur les femmes il y a aussi quelque chose de très compliqué parce que une femme qui est trop belle en politique est forcément considérée comme une forme de séductrice et elle est inquiétante. On a vu ça dans toutes les explications de vote, notamment sur la présidentielle de Ségolène Royal. Il y a des gens qui disaient de toute façon elle est trop belle, elle n'est pas sérieuse. Donc vous voyez, vous n'abordez pas du tout un sujet bénin, vous abordez au contraire un sujet fondamental. Relativement important. Alors je passe l'aspect, le sex appeal qui en réalité, qui concerne la politique ou pas la politique d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus large. Mais l'exemple notamment d'Édouard Philippe, parce que j'ai très souvent cette discussion de savoir le changement, alors, non pas esthétique, mais d'une certaine manière dû à la maladie de l'ex-premier ministre. En réalité, peut-il avoir un impact ou non sur le vote des Français? Moi, j'en suis persuadé. Non pas sur le fait qu'il ait tel ou tel style, mais sur le fait en fait que les gens imaginent qu'il pourrait être souffrant. Et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus fort. Merci beaucoup Philippe Billiger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont immunité, avenir et déclassement. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, évoque une immunité pour Benyamin Netanyahou après le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Des responsables de gauche dénoncent une honte, une impunité ou encore une erreur historique. Le parquet réclame 4 à 20 ans de prison contre la cinquantaine de co-accusés au procès des viols de Mazan. L'avocate générale demande à la Cour criminelle d'Avignon d'envoyer un message d'espoir pour l'avenir. Et puis, déclassement, c'est le titre de l'équipe après cette défaite 1-0 du PSG face au Bayern Munich. Le club de la capitale au bord du gouffre, à 2 doigts, enfin à 2 orteils et 3 matchs d'une élimination en Ligue des Champions. Les vraies voix Sud Radio. Depuis l'annonce du mandat d'arrêt de la CPI contre le Premier ministre israélien, la France s'était montrée plus évasive que la diplomatie européenne.
vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Farid Temsamani. Et c'est l'heure, bien évidemment, du grand débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Le moment est très grave. C'est le vote du budget de la nation qui est en cause. C'est un moment où il y a beaucoup de difficultés. On traverse un moment extrêmement grave, décisif pour le pays. Je pense que la France est à la croisée des chemins. Une dette incroyable, 3 228 milliards d'euros, un déficit record, pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est la première fois depuis 1958. 15 jours pour faire le budget, 15 jours seulement. On a le choix aujourd'hui entre relever la tête, accepter un budget de redressement ou s'enfoncer dans un déficit dont on sait aujourd'hui où il nous mènera, vers un affaiblissement durable. Bon courage, tenez bon. Excellent jingle de notre Maxime National, le réalisateur des vraies voix, qu'on applaudit et qu'on adore. Michel Barnier estime que la chute de son gouvernement provoquerait des turbulences graves, une tempête sur les marchés financiers entre autres. Le Premier ministre estime qu'il va devoir recourir au 49.3 pour tenter de faire adopter son budget. Et ce matin, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, renchérissait en accusant les oppositions de prendre le risque, je cite, d'envoyer la France dans le mur. Alors parlons vrai, est-ce qu'accuser ceux qui ne voteraient pas le budget d'être des pyromanes, ce n'est pas s'auto-absoudre de la situation financière de la France? La Macronie est-elle fondée à donner des leçons de bonne gestion de l'argent public? Et à cette question, moment très grave, risque d'envoyer la France dans le mur, la dramatisation concernant le budget est-elle justifiée? Vous dites non à 80%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, vous venez de l'entendre, Benjamin Morel, politologue et auteur du livre Le Parlement, Temple de la République de 1789 à nos jours, publié aux éditions Passé Composé. Philippe Bilger. Je comprends tout à fait que du point de vue du Premier ministre, il soit nécessaire de dramatiser, de laisser croire que s'il y avait évidemment un non-budget, un non-vote du budget, ça créerait une catastrophe pour notre destin national. Mais en même temps, comment dire, j'ai l'impression que beaucoup de citoyens commencent à être lassés par cette situation un peu ambiguë, hybride, complexe. On a envie de netteté. Et moi, le premier, alors j'ai sans doute tort, mais je crois qu'il y a une forme de lassitude démocratique aujourd'hui devant une situation politique dont on sent qu'elle n'est pas arrivée au bout. Et au fond, c'est comme si on en avait assez de ces jeux parlementaires et qu'on rêvait enfin d'une conclusion présidentielle. On en a vraiment assez et je crois que paradoxalement, les Français seraient heureux d'une forme de censure. Oui, ils le sont. Moi, je pense que toutes les enquêtes vont le montrer. Ça ne fait que galoper. Ils sont déjà majoritaires et vous allez voir tous les sondages qui vont tomber demain, après-demain, vont être dans ce sens. Et je rejoins, c'est pour ça que j'acquiesçais en fait à ce que disait Philippe. Je pense qu'il y a quelque chose d'existentiel maintenant dans l'opinion. Et puis, évidemment, Michel Barnier ne s'est pas aidé hier. Je veux dire, son intervention est crépusculaire. C'est-à-dire que moi, le chaos, et Benjamin nous le dira parce qu'il observe depuis si longtemps la vie politique comme moi d'ailleurs, le moi ou le chaos, ça ne peut plus être un argument. Ça ne peut pas être un argument. Ça n'est plus ça. Surtout quand on a le chaos. Surtout quand on est soi-même le chaos, ouais. Surtout quand on est issu d'un chaos, surtout quand on est minoritaire. Je pense que vraiment, attention à Emmanuel Macron. Hein. Moi, je dis à Emmanuel Macron, s'il écoute les vraies voix, attention, hein, parce que la dernière solution qui va vous rester, parce qu'après, que vous le vouliez ou pas, vous serez rattrapé par les événements et vous serez obligé de démissionner. Au stade où nous en sommes, je ne vois pas quelle est l'autre solution, sauf à trouver un attelage intelligent après Michel Barnier. Farid Temsamani. Moi, je trouve même scandaleux en réalité cette petite musique de dire que s'il n'y a pas de budget, c'est forcément le chaos. En réalité, ce qui est faux d'ailleurs. Ce qui est complètement faux parce que nos institutions, Benjamin Morel nous expliquera mieux que moi, mais en fait notre constitution permet justement de fonctionner même si le budget n'est pas adopté. Puis au petit passage, il y a un petit mensonge, si je dis pas de bêtises, hein, sous réserve de Benjamin Morel, mais il me semble que Michel Rocard n'avait pas de majorité à l'Assemblée en 88.
91, quand il était Premier ministre, non. Et donc du coup, et pourtant il avait bien été adopté. Il avait une majorité relative. C'est pas là, c'est la minorité absolue. Exactement. Ça n'a pas tout à fait pas rien à voir. Quand même. Cette petite musique, cette infantilisation du pays, en réalité, moi je pense qu'elle dessert en réalité la vie politique. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, qu'à un moment donné, allons-y. Finalement, je suis pas certain qu'il y ait censure en réalité, mais je pense que les Français à un moment donné sont lassés de cette situation. Juste parce qu'ils sont très politiques en fait, les Français. Il faut pas prendre les Français pour des andouilles. Les Français, c'est un peuple hyper politique et ils voient tout en fait en réalité, et surtout quand ça sonne faux. Vous souhaitez que le gouvernement Barnier reste aux commandes ou vous souhaitez qu'il y ait une censure? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Benjamin Morel, ça passe ou ça casse? C'est-à-dire c'est le budget ou le chaos? Non, c'est pas le budget ou le chaos. Déjà, il y a 3 voies si jamais il n'y a pas de budget. Alors déjà, et notamment si ça tombe sur le PLFSS, c'est-à-dire qu'on a un vote la semaine prochaine sur le projet de loi de financement. Oui, on a déjà nettoyé nos agendas pour ça, Benjamin. Vous inquiétez pas. Et le gouvernement peut tomber dès la semaine prochaine. Si jamais il tombe dès la semaine prochaine, il y a encore un mois avant le 31 décembre. Ça laisse le temps de nommer un nouveau gouvernement, de reprendre les textes. Il faut voir que si le gouvernement est renversé, il tombe directement, mais ses budgets ne sont pas morts. Ils continuent, ils restent en discussion. Donc on est obligé de recommencer dès le début. Donc on a des budgets qui peuvent continuer à tourner, qui peuvent être amendés. On peut faire un cadeau à tel ou tel groupe politique pour que la prochaine fois, ça passe. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est qu'on peut reconduire mois par mois les dépenses de l'année précédente. C'est les 12e provisoires version 5e République. Quant aux recettes, on peut voter une loi d'habilitation qui autorise le gouvernement à prélever les impôts. Marine Le Pen a dit qu'elle la voterait, et donc c'est faisable. C'est pas durable sur le long terme, parce qu'on reste indexé sur le budget de l'année précédente, et donc il y a des choses qui bougent. Ça peut pas être structurel, mais ça laisse quelques mois de plus. La dernière option, comme le budget reste en discussion, à partir du 21 décembre, au moins pour le budget de l'État, on peut appliquer le budget par voie d'ordonnance. C'est juridiquement possible, politiquement c'est plus compliqué. Imaginez-vous un Michel Barnier démissionnaire qui arrive sur un rond-point et qui explique un nouveau gilet jaune, qu'il applique par ordonnance une taxe sur l'électricité sur la base d'un budget rejeté par le Parlement. Ça paraît quand même un peu fort de casser. Juridiquement ça passe, politiquement c'est plus compliqué, mais ça montre qu'il n'y a pas de shutdown. Ça c'est juridiquement impossible. Benjamin Morel, comment expliquez-vous qu'alors que on avait l'impression, au moins initialement, d'une sorte d'empathie entre Michel Barnier et le Rassemblement national, que en définitive le Premier ministre n'ait rien cédé à ce Rassemblement national, même des choses qui peut-être au sens figuré ne lui auraient pas trop coûté, comme s'il voulait aller profondément, suicidairement, vers une motion de censure. Comment expliquer cela, à votre avis ? C'est un vrai mystère pour moi aussi, Philippe, parce qu'en fait, tout à l'heure, le nom de Michel Rocard est employé. Qu'est-ce qu'il faisait, Michel Rocard? Il avait en effet pas de majorité. Il tenait, grâce à l'abstention sur les 49,3 et les motions de censure, des communistes et des centristes. Et quand il proposait un budget, moi, notre texte, il disait à ces groupes, de quels amendements avez-vous besoin pour ne pas me censurer? Et les centristes, les communistes, donnaient une liste de courses. Ensuite, ils arrivent dans sa conscription en disant, si on n'a pas censuré Michel Rocard, c'est parce qu'il nous a donné ça, ça, ça. C'est ce qu'il aurait fallu faire dès la première lecture avec le Rassemblement national. Plutôt que de dire aux députés, débattez, de toute façon j'en ai rien à faire, on va discuter entre adultes ensuite au Sénat, il aurait fallu utiliser un 49,3 à ce moment-là, donner au RN un os à ronger pour expliquer pourquoi il ne censurait pas en première lecture. Là, la pression est tellement montée, et comme on n'a rien cédé au Rassemblement national, qu'aujourd'hui il devient très compliqué au RN de ne pas censurer, et s'il ne censure pas in fine, il faudra un cadeau d'autant plus gros, autrement dit d'autant plus cher, ce qui évidemment est compliqué, qui sera posé sous le sapin de Noël de Marine Le Pen pour qu'elle justifie à son propre électorat, qui aujourd'hui est remonté comme un coucou, ce qui n'était pas le cas il y a un mois, qu'elle ne censure pas. Donc cette stratégie parlementaire, objectivement, elle est assez mauvaise. Le Michel Barnier, grand négociateur, je n'en doute pas dans le cadre du Brexit, mais force est de constater que du point de vue de la stratégie parlementaire, ça n'a pas été ça jusqu'à présent. Françoise de Gaulle. Évidemment, parce que tout le monde a sous-estimé, mais s'il nous l'avait demandé, je pense que le premier d'ailleurs à avoir sous-estimé et n'avoir rien compris à Michel Barnier, c'est Emmanuel Macron. Il a cru qu'il s'offrait un Premier ministre un peu pépère, une sorte de François Bayrou, un peu plus âgé, une sorte de quelque chose qui ne serait pas une cohabitation. Il n'a pas compris qui est Michel Barnier, à quel point il est dur, à quel point aussi il est extrêmement arrogant. Moi, je l'avais dit quand il a été nommé, parce que je l'ai vu en situation plusieurs fois à Bruxelles. Il y a quelque chose qui est très dur chez Michel Barnier, et d'ailleurs il l'a montré absolument hier soir. Il n'est pas très malin sur le plan parlementaire, je suis d'accord. Et même s'il faisait un cadeau maintenant, parce que
Paris aujourd'hui est rempli de rumeurs sur, ils sont en train d'avoir un accord avec Marine Le Pen et Michel Barnier, ce que démentent les équipes de Marine Le Pen. Hein. Bon, elles les démentent jusqu'au moment où ça sera vrai, mais la réalité, c'est que c'est tellement grossier en fait. C'est-à-dire que même si vous faites un accord, si vous dites ok, je lâche sur la taxe d'électricité de 3 milliards, sérieusement, comment vous arrêtez les ressorts de la tragédie que vous avez vous-même remonté quand Jean-Philippe Tanguy aujourd'hui, c'est la première fois, dit nous allons voter la censure? Comment est-ce que Marine Le Pen sort de cette seringue-là? Ça me paraît complètement impossible en fait. Moi j'ai une interrogation pour Benjamin Morel. Si on fait un peu de prospective, on sait pertinemment qu'on ne peut pas dissoudre jusqu'à juillet prochain. Oui. C'est-à-dire voter en août, mais plutôt septembre, en septembre. à mon avis, effectivement, si vraiment on va jusque là. On a vu chez nos pays voisins, notamment la Belgique, hein, qui est resté longtemps sans gouvernement et pourtant le pays fonctionnait relativement correctement. La question, c'est que si demain le gouvernement tombe, alors ils vont expédier ce qu'on dit comme les affaires courantes. Est-ce qu'on peut demeurer comme ça jusqu'à juillet voire septembre prochain sans réel gouvernement politique au sens, je l'entends? Le problème, il n'est pas juridique. Juridiquement, on a tous les moyens. Ça est d'ailleurs une vraie brèche, hein, parce que demain, on pourrait se permettre de ne pas avoir de gouvernement ou de maintenir un gouvernement démissionnaire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a une vraie faille là-dessus dans notre Constitution. Mais juridiquement, ça tient. Après, il y a deux points qui peuvent être problématiques. D'abord, gérer une situation financière qui est la nôtre sous le regard des marchés qui vont se dire ce pays n'a pas de gouvernement, pas de budget, c'est même un peu embêtant. Et donc, forcément, renchérissement des coûts de la dette, c'est un problème. Et puis ensuite, on est dans un pays cocotte-minute. Hein, il ne faut pas non plus se voiler la face là-dessus, avec des mouvements sociaux, etc. Combien de temps pourrait-on accepter une forme de neutralisation des politiques avec un gouvernement démissionnaire réduit à des pouvoirs minimums? Et là, ce serait compliqué. Probablement le modus vivendi entre les deux voies. On y reviendra sans doute dans ces prochaines semaines, mais c'est la question d'un gouvernement technique qui aurait pour but de maintenir les grands fondamentaux. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on se dirige probablement vers une dissolution qui devra avoir lieu soit au mois d'août prochain, soit à l'automne prochain, et ça veut dire en plein budget. Autrement dit, c'est reculer pour mieux sauter, et on aura encore quelques mélodrames. Juste un mot sur le gouvernement technique. Je sais, en une seconde, pardon Philippe, je sais que vous êtes un adepte de ça, Benjamin. Moi, je rejette complètement cette idée, parce que chaque fois que vous dépolitisez un gouvernement, vous organisez la politisation et la montée aux extrêmes. Le meilleur exemple qu'on a, c'est l'Italie. Mario Draghi, grand président du Conseil, vraiment grand président du Conseil. Eh bien, ça génère Giorgia Meloni, qui était à 5% avant qu'il arrive au pouvoir, et c'est un raz-de-marée parce que c'est logique. Les peuples très politiques, comme les vieux peuples européens, en réalité, montent toujours. Plus vous les dépolitisez dans l'exercice de l'État, plus ils se vengent, entre guillemets, dans l'exercice électoral. Donc je pense que c'est une très mauvaise idée, le gouvernement technique. On n'est pas en désaccord, Françoise, mais le fait est que... Pardon, je ne savais pas, je pensais que vous étiez pour. Ça veut pas dire que je suis contre, ça veut dire simplement que le gouvernement technique, c'est ce qui se passe quand on n'a plus le choix. En d'autres termes, quand on n'a aucune configuration parlementaire. Je pense qu'il y a une configuration qui existe, moi, mais bon. Et je pense qu'en effet, je pense savoir celle auquel vous pensez, mais ça implique que les socialistes, puissent se libérer des insoumis, ce qui est compliqué. Ils vont le faire, moi je pense. Et ce qui implique de l'autre côté que Michel Barnier soit, si jamais ils le font, en capacité de leur faire un gros cadeau pour qu'ils puissent se libérer au regard de l'électorat de gauche des insoumis. Or, on comprend bien que si on devait revenir, par exemple, sur la réforme des retraites, les LR ne seraient pas contents. Or, les LR feront forcément partie, pour des raisons arithmétiques, d'une telle coalition, de même que les macronistes. Donc, il est probablement plus facile aujourd'hui pour Emmanuel Macron d'envisager un gouvernement soit technique pas renversé par le RN, soit de droite-centre pas renversé par le RN, qu'un gouvernement droite-centre avec le concours des socialistes, ce qui explique le cas Barnier et ce qui expliquera peut-être la prochaine séquence. On part au 0826 300 300 avec Didier, notre auditeur du jour. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier? On joue la dramatisation, vous avez peur? Alors, peur, non. Par contre, moi, le mot budget, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, c'est capital, parce que capital, c'est responsable. Je suis chef de famille, moi, j'avance pas sans budget, je peux pas. Et je dépense en fonction de ce que je gagne. Donc, c'est une trame, c'est une voie. Je vais faire un petit parallèle avec, j'espère que tous, vous avez regardé les images du Vendée Globe. Tous ces marins qui vont affronter vents et marées, les mers, ils sont entrepreneurs, ils sont courageux. Ils sont représentants d'un budget d'investissement pour leurs bateaux, ils respectent leurs sponsors. Ils ont un cap, une allure, un gouvernail. C'est des gens qui sont performants, endurants. Elles sont où ces qualités-là dont on aurait besoin chez nos gouvernants?
Respectons-nous, respectons-les, mais il faut absolument qu'on avance avec un skipper. Il faut véritablement quelqu'un qui soit capitaine à bord, qui les commande. Mais là, une France sans budget, même s'il y a des solutions, je vous ai entendu, il y en a plein, il y en aura toujours. Mais pour moi, je suis désolé, il n'y en a qu'une et on doit la respecter, c'est un budget. Alors, vous avez entendu Didier, Benjamin Morel, il a parlé du skipper. La question se pose du skipper de la France. 1, est-ce qu'il tient toujours la barre? 2, est-ce qu'il va devoir poser l'ancre parce qu'il n'y aura plus d'autres solutions si jamais il y avait 1 ou 2 gouvernements qui sautaient que la démission, à votre avis? Alors vous parlez du skipper Emmanuel Macron, là. Vous avez tout compris, mais j'ai pas le nom du navire, s'il s'appelle France. Mais C'est pas Titanic encore. mais il ne s'appellera pas Nord-Ouest, c'est sûr. Ça peut être Santiago ICO. Bon, alors. Benjamin Morel. Sincèrement, Emmanuel Macron a une marge de manœuvre aujourd'hui très limitée. Il tient même plus ses propres troupes. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le macronisme à l'Assemblée, on l'appelle macronisme par abus de langage. Ils sont atalistes, ils sont plus tout à fait macronistes. Donc on a un président qui garde une capacité d'action. Si Michel Barnier devait être débarqué, ça serait lui qui, in fine, ferait le choix d'une configuration gouvernementale, choisirait un Premier ministre, et à partir de là se trouverait un probable point de suite. Après, la démission, si vous voulez, on ne peut pas la forcer. C'est quelque chose qui dépend vraiment du chef de l'État. Pour être tout à fait franc, je le vois mal quitter la scène avant d'avoir testé sa dernière carte. Or, il lui reste, quoi qu'il arrive, encore une dernière carte en main. C'est la possibilité de dissoudre dans 8 mois. Et donc, un joueur de poker, même s'il a une paire de 2, il quitte pas la table. Merci beaucoup, Benjamin Morel. Je rappelle que vous êtes politologue, maître de conférence en droit public à Paris 2. Jeune qui cite le poker. Mais s'il a un 7 et un 2, il quitte la table. C'est la plus mauvaise main, Benjamin, au poker. Vous le savez très bien. Et oui, il le sait. On a une canne flush dans les vraies voix aujourd'hui avec vous trois et Benjamin Morel. Allez, t'es auteur du livre Le Parlement, Temple de la République de 1789 à nos jours, publié aux éditions Passé Composé. Didier, vous êtes toujours avec nous? Je suis là. Êtes-vous prêt pour le qui c'est qui l'a dit? On y va. Eh bien, c'est dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Ça, c'est pas... Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Farid Temsamani. C'est l'heure du qui c'est qui l'a dit. Didier, alors vous connaissez le principe. C'est à vous de lancer le jingle. Allez, soyons forts. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, première question. Qui c'est qui l'a dit à 1 point? On commence tranquille. Ceux qui prendraient le risque d'envoyer le pays dans le mur devront assumer la responsabilité d'un affaiblissement durable de la France. Didier. Marine Le Pen. Non. Comment? Barnier. Non. Maud Bréjon. Bonne réponse, Maud Bréjon. 1 point pour Françoise Degois. Allez, donc ça fait pas lourd, je suis pas Qui surpayé. c'est qui l'a dit à 2 points, Didier? Le 49.3 est un outil qu'on devrait retirer. Si. Attendez, Didier. C'est un député. Manuel Bompard. Ruffin. Bonne réponse de Farid Temsamani. François Ruffin, député Picardie debout. Didier, qui c'est qui l'a dit à 3 points. Sur une éventuelle candidature à Matignon, je n'ai aucune raison d'avoir changé d'avis. Didier. Marine Le Pen. Non, c'est une femme. C'est une femme? Oui. Castex. Ségolène Royal. Bonne réponse de Françoise Degois. Ségolène Royal. Ça fait 4 points. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur la COP29, Didier? Elle est décevante, c'est ce que je dis. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Didier. Marine Tondelier. Non. Runacher. Bonne réponse de Farid Temsamani. On est à combien? Parce qu'avec Farid et moi, on se tire une sacrée bourre. 5 pour Farid Temsamani, 4 pour vous. Ah oui, parce qu'il a répondu à 2 questions plus dures. Hein, ouais, Non, c'est pas une qui normal. était plus dure. Philippe Bilger est aux abonnés absents. Oui, Quand mais il nous Cécile laisse n'est pas gagner. là, Cécile alors là, n'est pas là. Non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'elle le fait gagner. Elle triche comme Non, une- mais je me démobilise parfois. Ouais, bien sûr. Et je rends hommage à votre Non, savoir. c'est parce qu'elle n'est pas là Quel pour t'aider à menteur. tricher. Didier, qui c'est qui l'a dit à 2 points sur le budget? Les macronistes nous ont mis dans la mouise. C'est un chef de parti, Didier. Je sais. Didier? Olivier Faure. Non. Fabien Roussel. Non. Mélenchon. Non. Mathilde Panot. Non.
Non. Mais Macronistes nous ont mis dans la mèche. Éric Ciotti. Bonne réponse, Je l'ai dit Ciotti. en même temps. Non, non, vous avez un... Non, je l'ai dit en même temps. François, soyez fair play. Je Vous suis pas fair play. dominez. Je ne domine pas. Je ne domine pas. Je dois rattraper Farid. Donc Allez, on partage les Moi, points. j'ai entendu Philippe. Non, Moi, je dis rien. non, arrête, c'est pas vrai. il a raison, Saleté. il a raison. Non, mais S'il vous il plaît, a des... saleté, je vous en... Non, mais saleté de tricheur que vous êtes. Non, alors attendez, il n'y avait pas 3 points, il y avait que 2 Poisson, déjà. vous mettez 2. Alors, j'en mets un à chacun. Merci. Donc comme ça, je rattrape Farid. Mais c'est un vrai. Mais non, c'est pas un vrai Vous avez semblable. répondu en même temps. Mais vous êtes un trouillard. Mais comme s'il avait peur de moi. Mais comme s'il avait peur de moi, mais n'importe Mais quoi. je tremble devant Françoise Deloire. Ça, Il c'est tremble devant les femmes, je l'ai mais c'est remarqué. pas vrai, mon lapin. Didier, qui c'est qui l'a dit à Quelle 2 fourbe points? tu fais, Farid, aussi, toi. S'il vous plaît, Françoise. Pardon. La tempête, c'est maintenant. Pour éviter le chaos, il faut que ce gouvernement parte. Didier, c'est un député. Manon Bry. Non. Mathilde Le Panneau. Non, non, pas le même bord. Oui, je sais. Non, c'est pas Manuel Bompard. Non, c'est le même bord. C'est pas Clémence Guettet. Non. Soudet. Eh ben non, personne n'a la réponse. Ercilia. C'était Éric Coquerel. Ah, oui, on l'oublie. Allez, on s'en fait une En petite général, dernière. Cécile nous parle de Alors on s'en fait une. On s'en fait. L'inverse de la poule à chaque fois. Bah c'est fini, on n'a plus le temps. Alors, match nul entre Farid Temsamani et Françoise Deloire. Bravo Françoise. Bravo, Philippe Bilger a marqué 1 point. Je suis désolé, Didier, vous n'avez pas marqué, mais vous n'avez pas démérité. Bah non, parce qu'en plus, c'était intelligent Merci. tout ce qu'il a dit. On n'a pas de participer. Merci à vous et merci de votre fidélité au poste. Tout de suite après le journal, on aura le répondeur du jour. Comme d'habitude, mon coup de gueule, l'info en plus de Félix Mathieu. Et il y aura les tours de table de l'actu des vraies voix. Ce sera quoi, Philippe Bilger? La CGT voit l'avenir en noir. Françoise Degois. Jean-Philippe Tanguy qui parle au nom de la mère, Marine Le Pen. Et Farid Temsamani. La violence dans les écoles. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio avec les vraies voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole, Farid Temsamani, porte-parole de Banlieue Plus, et elle se fait attendre parce qu'elle a son côté un peu star d'Hollywood, Françoise Degois. C'est parce qu'elle a son côté. Sud Radio. Elle a son côté, j'ai encore oublié mon badge. Donc elle a son côté, je tape à la porte, ouvrez-moi, je suis sous la pluie, telle puis, la petite marchande des allumettes. Quand on vous connaît, on n'a pas franchement envie de vous ouvrir, soit dit en passant. J'adore, elle est très bonne. C'est chambré, c'est méchant, mais c'est bon. C'est vraiment excellent. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix, cessez le feu au Liban. Les États-Unis et la France ont-ils joué un rôle clé? Vous dites non à 81%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Ça va les vraies voix? Ça va super bien. Super. On écoute le répondeur du jour? Yes. Eh bien, c'est parti. Oui, bonsoir Richard Toulouse. Pour le budget, je pense qu'il faut demander et faire pression pour que nos groupes politiques proposent un budget à zéro déficit, c'est-à-dire il faut enlever 120, 130 milliards. Donc il faut que de déficit. Donc ça obligera les groupes politiques à se positionner et à dire vers où ils vont. Il y a quelques années, c'était sous Sarkozy, on avait proposé la règle d'or, ça s'était pas fait, où un budget aurait dû être obligatoirement à l'équilibre. Alors là, si on le fait, c'est vraiment un budget Thatcher à la puissance 10. Est-ce qu'il faudrait en arriver là, Philippe Bilger, par exemple, dire il y a X agences d'État qui coûtent tant, qui coûtent 80 milliards, je crois, et bon, on enferme, il faut 60 milliards, on enferme les 3 quarts. Il y en a quelques-unes qu'on pourrait fermer sans problème, hein, ça, mais pour le reste... je ne sais pas si on a le droit, évidemment, de proposer des choses qu'on sait inconcevables. Hein. C'était un appel suite au coup de projecteur d'hier soir. Oui, moi j'entends tout ce qui est dit. Ça a l'air tellement simple de faire rentrer des ronds dans des carrés, mais vous savez, la France, d'abord, c'est pas Thatcher, et vous avez bien raison de prendre cet exemple, parce que là, ce serait une saignée inimaginable. Ce n'est pas la culture française. La France, elle est colbertiste, elle fait de la dépense d'État, c'est normal, c'est un modèle, c'est ce qu'on appelle l'État-providence. On peut le trouver ridicule ou stupide, mais cet État-providence pendant la crise du Covid, avec d'autres pays qui pratiquent l'État-providence, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ces grandes traditions démocratiques européennes, eh bien, ils ont sauvé 65 millions d'emplois, ce qui n'est quand même pas si mal. Et la France ne pratique pas le darwinisme social. C'est-à-dire que on accuse Macron d'être libéral, on a accusé Sarkozy, mais en fait, il n'y a jamais eu de véritable président libéral à la tête de ce pays. Vrai. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que ce pays ne fonctionne pas avec les mêmes
code, tout simplement. Farid Temsamani. Oui, on peut toujours espérer, imaginer, voire rêver effectivement d'un budget non pas à l'équilibre, mais d'un budget sans déficit ou quoi que ce soit. En réalité, c'est beaucoup plus complexe à réaliser, voire quasiment impossible. Alors, on donne toujours l'exemple de sous Giscard, le dernier budget voté à l'équilibre, c'était sous Giscard. En 74, voilà, exactement. En réalité, voté sous Pompidou, exécuté sous Giscard. Et ce sont avant les premiers effets du choc pétrolier de 73. En réalité, nous n'avons plus l'économie qui va avec pour pouvoir espérer ce type de choses. Et ça, il faut aussi l'assumer et l'accepter. Donc, moi, je pense que tant qu'on est en capacité d'emprunter de manière raisonnable, en réalité, ça ne me dérange pas qu'on soit à des déficits. Lorsque les déficits sont justes, c'est-à-dire qu'on investit, on essaie de travailler l'avenir. Là, la difficulté, c'est qu'on emprunte pour colmater les brèches du fonctionnement. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. Je suis d'accord, absolument à 100%. Allez, dans quelques instants, le tour de table de l'actualité des vraies voix. Philippe Bilger. La CGT voit la vie en noir. Françoise Legois. Eh bien, les propos sans ambiguïté de Jean-Philippe Tanguy sur la censure. Comment Marine Le Pen peut-elle faire machine arrière maintenant? Je ne sais pas. Et vous, Farid Temsamani? La violence dans les écoles. Et juste avant, il y aura bien évidemment Félix Mathieu et votre serviteur. Ce sera mon coup de gueule du jour. Un coup de gueule sur un village de 68 millions d'habitants. Inutile de dire qu'il est grand. Allez, on se retrouve tout de suite dans les vraies voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Legois, Farid Temsamani. Et c'est l'heure du coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village de Gaulois réfractaires qui compte un peu plus de 68 millions d'habitants. Pourquoi ? Parce que les représentants des habitants de ce village gaulois ont voté hier à l'Assemblée nationale la déclaration du gouvernement portant sur les négociations en cours relatives à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur. En clair, le Mercosur, pour nos députés d'un bout à l'autre de l'hémicycle, c'est non. Et pas un petit non, puisque 484 députés sur 555 votants, ça fait un peu plus de 87% des suffrages. Un non confirmé par le sondage ELA, publié la semaine dernière, qui nous apprenait que 76% de nos compatriotes sont opposés à ce traité de libre-échange. On dit souvent que les politiques sont déconnectés du peuple, c'est loin d'être le cas dans ce cas précis. Pourtant, ce vote risque de ne servir à rien si la France n'arrivait pas à créer une minorité de blocage qui empêcherait la ratification de l'accord. Avec la Pologne et l'Italie, cela fait de gros ralliements, mais ce n'est pas encore suffisant. Et se pose donc une question qui me semble fondamentale. Peut-on encore dire que la France est un État souverain, comme des décisions peuvent nous être imposées par des gens qui ne sont même pas élus, mais nommés comme les commissaires européens? Peut-on encore dire que nous vivons dans une démocratie quand, alors que près de 90% des députés et plus de 3 Français sur 4 sont opposés à ce traité, il pourrait leur être imposé sans qu'ils aient les moyens de s'y opposer? Est-ce que finalement Coluche n'avait pas raison quand il disait « La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours ». Philippe Bilger. J'aime beaucoup le mot de Coluche, mais c'est vrai, en même temps... comment dirais-je, j'ai l'impression que si la France ne va pas être écoutée, malgré ce vote quasi unanime, c'est que, me semble-t-il, le président s'est mobilisé, d'après ce que j'ai appris ici ou là, un peu tard auprès des instances européennes. Il aurait dû le faire plus tôt. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'on vit dans un grand ensemble et évidemment, à partir du moment où on a décidé d'être les pères fondateurs, en plus de la communauté européenne avec l'Italie et le Luxembourg, eh bien, on doit en accepter l'augure. Donc, je ne pense pas du tout que c'est une perte de souveraineté et je n'ai pas du tout votre pessimisme sur la capacité à trouver une minorité de blocage. Vous savez, il faut que ça corresponde à 45% de 45% de la population. Pologne, Italie, je crois que les discussions sont très avancées avec l'Autriche et les Pays-Bas. On peut y arriver. Et par ailleurs, je suis d'accord avec vous sur l'idée que ce vote ne sert à rien, mais en même temps, il est très puissant quand même, ce vote. C'est-à-dire qu'à la fois, il est inutile parce que ça n'a pas de prise, et à la fois, il est puissant parce qu'il conforte en plus le président de la République dans ses négociations. Donc, je ne suis pas du tout sûr que nous n'aboutirons absolument pas. Je n'en suis pas sûr du tout. Farid Temsamani. Moi, je l'ai déjà dit à cette antenne, c'est relativement tard en réalité de se réveiller maintenant, alors que des négociations ont déjà eu lieu, qu'en réalité on est juste dans la ratification quasiment. La France n'y perd pas complètement.
à cet accord-là, mais il est évident qu'une bonne partie de nos agriculteurs, en fait, vont beaucoup y perdre. Mais ça n'est pas en 2024, c'est que lorsque ça a été discuté, on le savait pertinemment. Et moi, c'est ça qui me choque profondément, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a ce vote à l'Assemblée qui est juste, à mon sens, mais je pense qu'en fait, il arrive trop tard. Non, moi je suis pas d'accord, Farid. Il arrive au moment du calendrier où il doit arriver. La France a commencé à émettre des bémols dès 2019, parce qu'en plus de ça, c'était Bolsonaro qui était président du Brésil. Donc non, je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de décalage. Par ailleurs, le point de départ, c'est d'avoir fait ce traité, mais les circonstances ont changé. En soi, c'est vrai qu'il n'est pas si mauvais sur un certain nombre de points, mais il est désastreux pour notre agriculture. Donc je ne suis pas d'accord avec vous sur l'idée. Moi, je pense que le vote, il arrive au momentum où de toute façon on doit ratifier ou pas. Mais depuis 2019, tout le monde émet des bémols en France sur ce traité déjà. Allez, tout de suite l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et la commission des affaires culturelles et éducatives de l'Assemblée nationale débattait ce matin d'une interdiction des écrans pour les enfants en bas âge. Interdire les écrans pour les enfants de moins de 3 ans, c'est l'idée proposée par le député LFI de Paris, Rodrigo Arenas, à l'école, à la crèche ou bien à la maison. L'ancien responsable d'une fédération de parents d'élèves met en avant les dégâts irréversibles de ces écrans pour les jeunes cerveaux en plein développement. Alors ça n'est pas passé ce matin en commission. Les députés, notamment du Bloc central, s'en sont remis à une éventuelle avancée européenne sur le sujet. Et en attendant, ils n'ont pas voulu, entre guillemets, transposer la directive existante. On est en ligne avec l'initiateur de cette proposition pour en parler. Bonsoir Rodrigo Arenas. Bonsoir, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a plus aucun doute sur le côté néfaste de ces écrans pour les cerveaux des très jeunes enfants. Alors ça fait très longtemps que la recherche et la communauté éducative d'une façon générale sait les dégâts que font les écrans, notamment sur les enfants de 0 à 3 ans, avec des retards cognitifs, mais aussi des interventions au niveau du développement neuronal des bébés. Il y a eu cette expérience à Saint-Denis où des enfants qui avaient été exposés aux écrans en tant que nourrissons ont développé les syndromes de l'autisme, c'est-à-dire que la chose est sérieuse. Ce sont les travaux notamment d'une pédopsychiatre qui s'appelle Marie-Claude Bossière qui en a fait état. Donc aujourd'hui, il faut que le législateur s'empare de ce sujet-là, non pas pour punir les parents, non pas pour punir celles et ceux qui ne le savent pas, mais pour que ce soit indicatif et prescriptif de façon à ce que personne ne puisse dire que ce n'est pas interdit. Quand c'est interdit, c'est que ce n'est pas bon. On a ça sur les cigarettes, sur l'alcool. Il est temps aussi de le faire sur les écrans. Mais c'est, Rodrigo, ce que vous avez dit, c'est valable même pour les, comment dirais-je, les petits jeux éducatifs. Parce que je me suis rendu compte que même jusqu'à 3 ans, il y a des petits jeux qui leur plaisent beaucoup. Ah oui, il leur plaise beaucoup et c'est précisément pour ça que les auteurs de ces jeux investissent beaucoup d'argent pour que ce soit justement addictif. Et c'est là où les questions, vous savez, on revient un peu, pour nous qui avons un certain âge, Maître Bilger, à ces publicités que faisait le Cowboy Marlboro qui incitait à fumer. Ce sont des opérations marketing, des constructions de l'espace cognitif et aussi d'attirer l'œil et le regard pour faire en sorte que dès le plus jeune âge, on soit attiré par cela et que ça pose aujourd'hui non pas des problèmes seulement d'addiction, mais des problèmes de santé publique pour les bébés. Et d'ailleurs, le Danemark a présenté ses excuses aux enfants en disant qu'ils avaient finalement servi de cobayes numériques quand cela était autorisé dans le pays. Rodrigo, moi je discutais avec un copain à moi qui est pédiatre et qui me disait en réalité, on se rend pas compte à quel point c'est pervers parce que en réalité, passer sa vie devant les écrans, c'est aussi ne plus arrivé à capter les émotions parce que par définition, par exemple, les dessins animés, on ne voit pas forcément les mouvements de la bouche, etc. Est-ce que vous pourriez, c'est-à-dire que pour fabriquer des mots, tout simplement pour fabriquer le langage, est-ce que vous pourriez décrire en quelques minutes, moi ça m'a vraiment glacé ce qu'il m'a expliqué, quels sont les impacts directs, notamment sur le développement du langage? Parce que pour moi, ça m'a paru être un argument très puissant, avec ces dessins animés qui ne sont pas mobiles suffisamment pour comprendre comment les mots se forment. Vous avez raison, d'ailleurs, il y a des chaînes télévision qui ont été interdites, comme Baby TV notamment à l'époque. Aujourd'hui, se pose la question sur une chaîne qui s'appelle Cocomelon, sur laquelle je vais d'ailleurs interpeller le gouvernement, parce que ce sont des chaînes en fait qui sont pensées non pas pour le développement cognitif des enfants, mais pour créer en fait une sorte d'addiction à une forme de langage qui est limitée à la fois dans le vocabulaire qui est utilisé, mais surtout dans les interactions qu'ont les enfants avec leur environnement. C'est ce que me disait le pédiatre, c'est ça. Exactement. En fait, un enfant, mais aussi un jeune, a besoin pour se construire, pour se développer, pour trouver en fait son propre chemin, d'avoir des interactions sociales, parce que le langage s'enrichit de cela. D'ailleurs, pour vous qui êtes très friand de la langue française et que vous défendez à juste raison, on sait que la langue française d'aujourd'hui s'est nourrie de ces interactions, qu'elles soient soit à l'échelle internationale,
soit aussi au niveau des familles qui se composent. Donc cette évolution est nécessaire, mais elles doivent aussi influer et guider notamment les programmes scolaires qui sont, j'ai envie de dire, le maître mot de la façon et de ce que l'on enseigne aux enfants à un âge adapté. Et aujourd'hui, il est évident, tout le monde le dit, que les écrans en maternelle, en primaire, mais aussi au collège et lycée, ne sont pas forcément d'outils nécessaires, en tout cas, surtout quand ils échappent à ce qu'on appelle la liberté pédagogique, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés comme des supports éducatifs et non pas pour occuper les enfants. Nous avons l'âge pour dire qu'à l'époque, à l'école, on nous mettait un Walt Disney quand il pleuvait. Aujourd'hui, on sait que ça a une incidence. C'est vrai. C'est vrai. Oui, moi, je salue le travail du député Arena, et notamment sur cette question qui est hyper importante. Moi, je vois les dégâts, notamment dans les quartiers populaires. Ah oui, ça m'intéresse. Alors, dans les quartiers populaires, et en plus, en tant qu'enseignant, les dégâts qui sont énormes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'information, c'est pour ça que ce type, normalement, de proposition de loi, ou en tout cas d'avancée, doit être, à mon avis, unanime. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on sait pertinemment que ce sont les plus faibles, les gens qui vivent essentiellement dans la précarité, notamment dans ces territoires-là, qui justement subissent l'effet de tous ces jeux addictifs, etc. Avec vos élèves ? Mais complètement. Aujourd'hui, c'est addictif à tel point qu'en fait, faire la police dans une salle de classe pour dire voilà, ne pas sortir le téléphone, etc. C'est quasiment impossible aujourd'hui. Ah oui, vous le faites aujourd'hui, vous faites un police. Bien sûr. Rodrigo Arenas. Oui. Alors, votre intervenant a raison, simplement aujourd'hui on n'est plus là-dessus. C'est-à-dire que les impacts des écrans sur les jeunes ne concernent pas que les quartiers populaires, que la précarité, ça concerne tout le monde. Et ça concerne y compris ceux qui doivent l'interdire, comme les parents, parce qu'eux aussi sont soumis à cette addiction. Eux aussi jouent à Candy Crush, jouent à ces applications, et le donnent aux gamins pour qu'ils lui foutent la paix. Moi, comme vous savez que je suis député, ça m'arrive de prendre le train, notamment le TGV, et quand on est député, écoutez, on voit aussi les classes sociales qui le prennent, et on voit beaucoup de parents, ou pas d'ailleurs, les accompagnants en tout cas, qui ne sont pas entre guillemets pauvres pour aller vite, en tout cas qui n'en portent pas les stigmates et qui donnent une tablette ou un téléphone à un enfant pour qu'il soit tranquille. Donc nous sommes vraiment dans une civilisation qui a changé et nous devons l'aborder de cette façon-là parce qu'aujourd'hui nous sommes plus ou moins préparés aux dégâts que font le livre, mais nous sommes très peu préparés et trop peu précautionneux par rapport aux dégâts que font les écrans. Et ça concerne toutes les classes sociales et tous les pays du monde. Rodrigo Arenas, vous ne croyez pas qu'il faudrait extrapoler votre amendement de 0 à 3 ans d'âge mental? Moi, je pense à une personne qui fait les vraies voix du lundi au vendredi et une autre le lundi et le mercredi. Et je crois que ça pourrait s'imposer pour elle. Pauvre Rodrigo, réponds pas à cette question. Réponds pas. Mais Rodrigo, c'est génial. Enfants vous savez qu'il y a la liberté de la presse, donc chacun est quand même de juger. Mais là, j'ai l'impression que ça tient plus de l'édito que de l'information journalistique. Rodrigo, vos enfants échappaient à ça? Très court. Alors pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, pour être franc, alors ce n'est pas ce qui m'a motivé. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est un combat que j'ai mené avec Bernard Stiegler, qui est un philosophe qui était très sur ces questions-là. Qui était directeur de l'Institut de recherche du Centre Georges Pompidou, qui a écrit un certain nombre de choses, notamment sur l'automatisation de l'éducation, etc. Mais vous avez raison, pendant le Covid notamment, j'ai un enfant qui a développé des addictions parce que faire l'école sans le numérique pendant le Covid était impossible et j'aurais préféré que ce soit la télé. D'ailleurs, ça a été le cas avec la chaîne Lumni qui s'est développée grâce à l'intervention de la FCPE, puisque cette fédération-là dont nous parlons. Merci Rodrigo Arenas. Je rappelle que vous êtes député LFI de Paris. Et merci Félix Mathieu. Tout de suite, on est très en retard. Les tours de table de l'actualité. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Farid Temsamani. C'est l'heure des tours de table de l'actualité. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Tenez cette table-là. Et tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Ah bon? Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards. Mais je sais pas s'il nous avait reconnu. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler de l'alerte sur les 200 000 emplois menacés. J'étais le troisième, en l'occurrence, parce qu'on parlait des deux connards, c'était pas Vous sous-entendez que je serai dans les deux premiers. Et en effet, ça fait la deuxième fois et peut-être qu'il y en aura d'autres, où j'évoque une information de la CGT, parce que même si évidemment je comprends que l'idéologie la conduise parfois à vouloir l'avenir
l'avenir en noir, je ne doute pas tout de même que l'angoisse soit authentique. Et lorsqu'elle dit que on a 250 plans sociaux qui sont en préparation et jusqu'à 200 000 emplois qui sont menacés, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et la grande distribution, je trouve que c'est très préoccupant pour l'avenir et je n'ai pas de raison de douter de la globalité de ce constat. Je pense pas qu'elle le dit par plaisir pour jeter une pierre sombre dans le jardin du gouvernement. Je pense qu'elle le craint. C'est pas qu'en France, en Allemagne, Volkswagen ferme 3 usines, le groupe sidérurgique ThyssenKrupp licencie 11 000 personnes. C'est l'hémorragie. Alors on se rend pas compte de ce qui est en train de se passer en Allemagne. Bien sûr, on se rend pas compte de ce qui est en train de se passer en Allemagne. En fait, on perçoit absolument pas. Ça a toujours été, elle est en train de devenir l'Allemagne l'homme ou la femme malade de l'Europe. Hein, à ce qui paraissait impossible il y a encore 3 ans. Je suis d'accord avec vous, Philippe. Il n'y a rien à ajouter, si ce n'est que la CGT, elle est très combative, elle est très radicale. Mais en réalité, ce qu'on sait, c'est que dans les entreprises, elle passe énormément d'accords d'entreprise. Donc, ils ont un bon diagnostic des entreprises et c'est flippant. Farid Temsamani, c'est flippant. 200 000 emplois menacés. Oui, je vais même peut-être choquer, mais en fait, il y en aura davantage. Pour 2 raisons. C'est qu'en fait, un certain nombre de décideurs économiques attendaient l'élection aux États-Unis. On sait aujourd'hui que Trump ayant gagné l'élection, même très largement, en réalité, nous allons avoir une réindustrialisation forcée des États-Unis au détriment de qui ? Au premier mandat de Trump, c'était au détriment de la France. Là, ça va être au détriment de l'Allemagne. Je ne parle même pas du conflit ukrainien. Et ça va s'accélérer. Et la deuxième chose, c'est la mutation économique. Les gens ne se rendent pas compte encore des effets de l'intelligence artificielle qui va arriver de manière violente sur notre économie. Et comme toujours dans notre pays, on n'accompagne pas, nous sommes incapables d'anticiper et ça va être des malheurs effectivement dans un certain nombre de nos usines. Françoise Degois, votre tour de table. Je vais très vite parce que c'est l'actualité brûlante. C'est évidemment après le 20h de Michel Barnier, on ne savait pas trop ce que pensait Marine Le Pen. Elle a fait un tweet ce matin en disant ça ne suffit pas, Michel Barnier ne prend pas le chemin d'un accord que nous voulons. Jusque-là, ça restait quand même assez très tiède. Et puis il y a Jean-Philippe Tanguy qui est quand même voilà, si on veut savoir ce que pense Marine Le Pen, on écoute ce que dit Jean-Philippe Tanguy. C'est le proche de chez proche qui a déclaré chez nos confrères de BFM devant la caméra: oui, nous voterons avec le nouveau Front populaire la censure. Ce qui compte, ce sont ses effets. Donc moi, je peux imaginer que c'est Jean-Philippe Tanguy qui le dit et que Marine Le Pen, puisqu'elle ne le dit pas en ces termes, se laisse une porte ouverte éventuellement. Mais quand on en est à ce stade-là, quand on en est à ce moment-là de dépréciation, de critique de Michel Barnier, de sentiment qu'on est dans une impasse et que Jean-Philippe Tanguy finalement affirme pour la première fois, c'est la première fois qu'un dirigeant du Rassemblement national affirme qu'ils vont voter de la motion de censure, eh bien je ne vois pas comment Marine Le Pen fait machine arrière. Je ne sais pas. Que comme parfois lui il annonce ce qu'il souhaite, Tanguy parfois il a été un peu vite, un peu loin. Pas sur un sujet comme ça. Sur un sujet comme ça, je pense que vraiment c'est Marine Le Pen qui envoie un ballon sonde, peut-être un dernier ballon à destination de Michel Barnier. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Farid Temsamani. Sur Philippe Tanguy, je sais pas. Tanguy, oui. Jean-Philippe Tanguy, pardonnez-moi, parce que lors de la nomination de... Il avait dit une connerie, oui, mais il était pas en phase, en fait, en réalité. Non, avec, il s'est excusé après, parce que Marine Le Pen lui avait tapé dessus. Donc non, vraiment, Jean-Philippe Tanguy, c'est Marine Le Pen. Donc, sur un sujet aussi grave, est-ce que vous le voyez faire une connerie pareille ? Je suis pas sûr. Hein. Et vous, Farid Temsamani, vous voulez parler d'un sujet lourd, les violences à l'école. Les violences à l'école. Alors que nous sommes en plein procès de l'assassinat de feu Samuel Paty, alors même que les enseignants sont méprisés par un ancien président de la République, la violence envers le corps enseignant est de plus en plus importante et commence de plus en plus tôt. Dernièrement, un professeur de lycée à Marseille, ainsi que son fils scolarisé dans le même établissement, subissaient des menaces de mort via les réseaux sociaux. La semaine dernière, c'était un enseignant de primaire qui subissait sur l'île de la Réunion la violence d'un enfant de 8 ans. Des violences qui se banalisent malheureusement. Ces cas concernent ceux qui sont médiatisés, alors qu'en règle générale, les enseignants prennent sur eux.
Les problèmes de violence dans le système scolaire sont quotidiens et sur tous nos territoires. Les personnels enseignants sont devenus des cibles de certains élèves, mais également de certains personnels politiques, et le comble de l'institution elle-même, avec un management de plus en plus toxique. L'école est de plus en plus à l'image de notre société, certes, elle n'est plus malheureusement le sanctuaire qui demeurait jusqu'à peu. Pire, le mépris vis-à-vis de la figure tutélaire et la précarisation accélérée du métier ne feront qu'augmenter ces mêmes violences. Malheureusement, triste époque. Philippe Bilger. Là, qu'est-ce qu'on peut dire, Farid? C'est une évidence. Tous les jours, on le constate. Et c'est comme si en réalité il y avait là un mouvement irrésistible contre lequel, apparemment, pour l'instant, on ne peut rien faire. Moi, je sais pas, Farid, comment vous le vivez comme enseignant, mais moi, encore une fois, je sors d'une famille d'enseignants, donc je sais déjà qu'à l'époque de mon père, mes oncles, tantes, etc., c'était déjà un sacerdoce, mais presque joyeux. Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que c'est pas oxymorique? Mais vous, par exemple, vous êtes une jeune génération. Moi, pourquoi vous avez décidé d'enseigner et qu'est-ce que vous ressentez chaque jour, à chaque instant? Je pense que c'est une vraie détresse, une percussion permanente entre vos désirs, votre vocation et la réalité et le manque de moyens, en fait. Et puis les salaires de merde, on peut le dire. Pardon, je parle mal, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, vous pouvez pas être payé comme ça, les profs, c'est pas possible. Sauf que aujourd'hui, on a l'impression, lorsqu'on est enseignant, qu'on est complètement délaissé par le reste de la population. Je ne reviendrai pas sur les propos de Nicolas Sarkozy, qui sont complètement méprisants. De la part d'un ancien président, c'est quand même relativement dur. Ça fait mal, bien sûr. J'ai évoqué il y a quelques semaines, ici même, la notion de civilisation concernant les enseignants. Ce qu'on vit aujourd'hui, on le sous-estime. Pourquoi? Parce que bien sûr qu'il y a de la violence et qu'elle n'existe pas, elle n'est pas née en 2024. Mais en réalité, aujourd'hui, même si on peut, là, à Marseille par exemple, le rectorat soutient l'enseignant qui subit des violences, mais aujourd'hui on a l'impression que c'est de plus en plus tôt et qu'on a l'impression que c'est quasiment normal. Et moi je m'en ferai jamais. Merci beaucoup Farid Temsamani. Dans un instant, retour sur les cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban. Est-ce une trêve durable ou une illusion? Alors parlons vrai. Est-ce que ce cessez-le-feu est la conséquence des pressions internationales? Pensez-vous que ce cessez-le-feu va durer? Et à cette question, cessez-le-feu au Liban, les USA et la France ont-ils joué un rôle clé? Vous dites non à 82%. Avec nous, François Costantini, ancien enseignant associé à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, auteur du livre Le Liban, Histoire et destin d'une exception, publié chez Perspective Livre. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Question cash pour réponse cash très courte. Ce cessez-le-feu, c'est le début d'un processus de paix dans la région? Non, cher Philippe. Eh bien écoutez, ça c'est une réponse rapide et cash. On se retrouve tout de suite pour le débat. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Ça, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Farid Temsamani. C'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je tenais à saluer l'accord de cessez-le-feu agréé ce jour entre Israël et le Liban. Il constitue l'aboutissement d'efforts entrepris depuis de longs mois auprès des autorités israéliennes et libanaises, en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique et sous l'impulsion du président Joe Biden. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, dans l'intérêt du Liban, qui est un pays cher à la France, dans l'intérêt d'Israël, c'est qu'un cessez-le-feu puisse intervenir immédiatement. Dans l'immédiat, c'est une aide massive qu'il faut apporter à la population libanaise, qu'il s'agisse des centaines de milliers de personnes déplacées par la guerre ou des communautés qui les accueillent. Nous avons rassemblé collectivement 800 millions de dollars d'aide humanitaire et 200 millions de dollars pour les forces de sécurité, soit presque 1 milliard, soit même plus d'1 milliard, me dit-on, avec les dernières contributions. Un cessez-le-feu est entré en vigueur au Liban après 2 mois de guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah, accord annoncé par Joe Biden et Emmanuel Macron. Certains y voient une victoire diplomatique pour les présidents américains et français, et certains se prennent à rêver un retour de la paix dans la région. Alors parlons vrai, peut-il après le Liban y avoir un cessez-le-feu à Gaza? Est-ce qu'on peut dès à présent parler de désescalade au Proche-Orient? Et à cette question, cessez-le-feu au Liban, les USA et la France ont-ils joué un rôle clé? Vous dites non à 82%, vous voulez réagir, le 0826 300 300.
Avec nous François Costantini, ancien enseignant associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, auteur du livre Le Liban, Histoire et destin d'une exception, publié chez Perspective Livre. On fait un tour de table rapide. Philippe Bilger. Jusqu'au cessez-le-feu, Israël a continué à, j'allais dire, bombarder. Et si j'ai quelques éléments qui vont vous donner l'impression que je suis terriblement compétent dans ce domaine, c'est que j'ai entendu ce matin une intervention très limpide de Gilles Kepel, et vous connaissez sans doute ce qu'il a dit, mais que j'ignorais. Il a dit en gros que, évidemment, le Hezbollah a accepté le cessez-le-feu parce que l'Iran le lui a ordonné, et que l'Iran commence à être dans une situation très difficile dans la mesure où les trois piliers sur lesquels l'Iran se repose commencent à s'effriter, en particulier la haine d'Israël et puis le caractère, j'allais dire, irréprochable du guide. Et deuxième élément, au Hamas, à Gaza, il pense également qu'il peut y avoir une solution par contagion, et notamment le retour de ce Palestinien qui est emprisonné depuis très longtemps, qui serait peut-être une solution. Oui, Marwan Barghouti, qui est considéré comme véritablement le héros de la rue palestinienne, qui a été emprisonné parce qu'il a été reconnu coupable de sa participation dans des assassinats. Mais Marwan Barghouti, des attentats. Mais Marwan Barghouti, c'est véritablement la figure, comment dirais-je, presque mythifiée, idéalisée, si vous voulez, du combattant palestinien, c'est-à-dire la force d'Arafat, mais avec, comment dirais-je, plus d'intégrité. On verra bien. En tout cas, moi, je pense que nos auditeurs sont très, très, comment dirais-je, très sévères. Moi, je pense que véritablement, la France et les États-Unis ont eu un rôle majeur, et que la réalité, c'est que s'il n'y a pas de mandat d'arrêt définitivement applicable à Benyamin Netanyahou, c'est parce que c'est un deal, et parce que là-dessus, la France a fait sa part pour obtenir le cessez-le-feu. Et je suis d'accord, bien sûr, avec l'analyse de Gilles Kepel. L'Iran ne va pas si bien. Farid Temsamani. Moi, je nuancerais sur l'Iran. D'abord, le Hezbollah est complètement décapité. Je veux dire, une bonne partie de son état-major, en fait, a été tué. Donc, du coup, en réalité, il ne pèse beaucoup moins que sur la partie libanaise, même si l'état profond du Hezbollah est toujours présent. Et sur l'Iran, bien sûr que l'Iran lui a ordonné de se cesser le feu, mais pour, à mon avis, d'autres raisons. C'est qu'en fait, l'Iran a qu'un seul objectif, c'est l'arme, c'est son nucléaire. Et en l'occurrence, les négociations secrètes entre l'Iran et les États-Unis ne se sont pas arrêtées. Netanyahou le sait pertinemment. Et la deuxième chose, c'est le contexte international. Hein. La CPI ayant ordonné, entre guillemets, des mandats d'arrêt sur le président israélien, ça a un impact dans la société israélienne. Et je rappelle que, comme par hasard, dorénavant, on revient sur les derniers otages. Il ne faut pas oublier les otages israéliens à Gaza notamment. François Costantini, je rappelle que vous êtes ancien enseignant associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth et auteur du livre Le Liban, Histoire et destin d'une exception. On dit que sans l'Iran, le Hezbollah n'existe pas. Est-ce que là, le Hezbollah a cédé sur ordre de l'Iran, ou parce que de toute façon, l'Iran et le Hezbollah ont été, on va dire, mis à bas? Tout d'abord, l'Iran donne des ordres au Hezbollah. Je vous rappelle que le Hezbollah s'est placé directement sous l'autorité exclusive d'Ali Khamenei, chef suprême de la révolution islamique. C'est tout en Iran. Et puis il est créé par l'Iran, il faut quand même le rappeler. Oui, bien sûr. Je rajouterais également que ce n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui, j'aime pas ce mot-là, un proxy, mais c'est une émiration iranienne, puisqu'il a été créé en 1984 par 40 000 pasdaran iraniens qui sont arrivés au Liban et qui ont créé le Hezbollah. Donc il n'obéit en effet qu'à l'Iran. Pourquoi ce cessez-le-feu? Tu as raison, parce que le Hezbollah est dos au mur. Il a pris des coups, en effet, extrêmement marqués pour lui. Je rappelle quand même la perte de son leader, Hassan Nasrallah, qui n'est pas rien. Les 3000 cadres du Hezbollah mis hors d'atteinte, hors d'état de nuire par les explosions des Vipers. Et que le Hezbollah donc a été obligé véritablement d'accepter un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu, de toute façon, sera précaire. Je rappelle que même en 2006, la résolution 1701 du Conseil des Nations Unies, qui était une résolution exigeante, contraignante, n'a jamais été respectée, notamment par le Hezbollah. Alors là, je pense qu'encore une fois, on va assister
à mon sens, à une faiblesse de l'armée libanaise qui ne va pas se déployer, qui ne va pas contrer la présence du Hezbollah, et on repartira dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, pour une autre escalade. Voilà. Tant que le Hezbollah recevra les ordres, notamment, de s'actionner contre Israël. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler d'une personnalité israélienne qui, paraît-il, a eu un rôle décisif dans ce cessez-le-feu parce qu'il a mis en œuvre une manière très pragmatique de réconcilier pendant quelque temps en créant un service dont les profits allaient du côté du Hezbollah. Je n'ai plus son nom en tête, mais on en parle beaucoup. C'est lui qui a été un intermédiaire avec un style de négociation tout à fait original. Vous en avez entendu parler ou pas? C'est le quiz de Philippe Bilger. Je n'ai pas une idée particulière de cette personne. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a dans les services de renseignement israéliens un certain nombre de personnes d'origine iranienne. Je rappelle qu'il y a beaucoup de juifs d'origine iranienne en Israël. L'ancien président Moshe Katsav était lui-même un juif d'ascendance iranienne, et que le renseignement humain est très fort. Pardon, vous savez que récemment à Téhéran, un service anti-israélien a été créé. Il s'est avéré qu'il avait été d'entrée noyauté par le Mossad, parce que vis-à-vis de l'Iran, le Mossad a des capacités énormes en termes de renseignement humain. Donc je n'ai pas le nom de personne, mais je sais qu'en effet, c'est sur ce genre de moyens que les services israéliens, le Mossad notamment, travaillent. Très court sur l'idée de la façon de procéder des Israéliens, c'est un grand classique, et par ailleurs on pense que tout explose, etc. Mais en réalité, et vous le direz, Jean Constantini, François Constantini, les ponts ne sont jamais coupés dans les négociations de ce type de négociations. Est-ce qu'on pourrait y envisager? Moi, ce que je crois, c'est que malgré tous les récriments habituels, Israël n'a jamais eu l'intention, jamais, de prendre le moindre territoire au Liban, malgré toutes les protestations internationales. Le seul but était de décapiter le Hezbollah. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça la vraie idée? Réponse très courte, parce que Farid Tebsabeli veut aussi vous poser une question. Oui, alors en plus je réponds parce que vous savez qu'Israël, quand Israël a conquis des territoires en 67, notamment en Cisjordanie, à Gaza, dans le Sinaï et dans le Golan, il a implanté des colons. De 1978 à 2000, il n'a jamais implanté un colon au Liban Sud. Ça veut dire qu'il n'y avait jamais de concept. Il y a ce qu'on appelle en fait une zone de sécurité jusqu'au fleuve Litanie, où Israël entend qu'il n'y ait que l'armée libanaise et la FINIM, dans lesquelles Israël n'a confiance, encore moins dans l'un que dans l'autre, et inversement. Donc, ce que veut Israël, en fait, c'est pas seulement décapiter le Hezbollah, c'est dé-hezbollahiser la zone de sécurité, je suis d'accord. Le Liban, en effet, échappe à la mainmise stratégique totale du Hezbollah, qui aujourd'hui est devenu, à plus forte raison depuis une vingtaine d'années, le retrait syrien, le véritable patron stratégique du Liban. C'est lui qui donne des ordres, en fait, qui tient tous les services de sécurité, parce qu'il y a la face apparente et la face cachée du Hezbollah. Aujourd'hui, personne ne peut parler, écrire ou prendre une position sans que le Hezbollah soit au courant et réagisse, notamment par des assassinats de journalistes. Faut-il le rappeler. Merci beaucoup François Constantini, ancien enseignant associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, auteur du livre Le Liban, histoire et destin d'une exception, publié chez Perspective Libre. Merci Philippe Bilger. Il était excellent François Constantini, on sent qu'il connaît son sujet de façon magnifique, il faudra le réinviter. C'est pas comme vous. C'est ça. Évidemment, je considère que c'est une litote et que voir une prétérition, et que évidemment vous pensez le contraire. Là, vous dites des choses que je ne comprends pas. Bien sûr, je sais. C'est pour ça que je voulais juste vous ramener à votre niveau, en fait. Merci à vous. Tout de suite, les incontournables de la crypto-monnaie, et ensuite une spéciale Made in France dans les vraies voix responsables. Restez bien avec nous sur Sud Radio. C'était très bien.